Quelle est la valeur d'une vie humaine? C'est généralement posé comme une question rhétorique, n'est-ce pas? Quelle est la valeur d'une vie humaine? Peut-on attribuer une valeur monétaire à une vie humaine, à une âme humaine? Peut-on lui donner un prix comme on le fait pour une bouteille d'eau, une bouteille d'huile moteur, un abat-jour ou un bateau de pêche? Est-ce possible? Est-ce que certaines vies valent plus que d'autres? Ce sont des questions philosophiques que les gens se posent à voix haute depuis des siècles. Tu te souviens de ce que ça faisait d'être adolescent? Tu te souviens de ce que c'était quand ton corps était neuf et éclatant? Tu t'en souviens? Tu te souviens de l'époque d'avant le travail, les factures et toutes ces responsabilités envers les autres? Tu te souviens de ce sentiment? Tu te souviens de ce que c'était d'avoir cette longue route de la vie qui s'étendait devant toi avec toutes les possibilités? Non. Ne pas savoir ce qu'elles étaient, mais juste être enthousiaste à l'idée de la suite. Tu t'en souviens? Tu te souviens du dernier jour d'école? Tu te souviens du début des vacances d'été, des grasses matinées, des petits boulots d'été, des lucioles, des pêches fraîches? Et la maison de mamie, les ventres glissent. Tu te rappelles l'odeur de l'herbe coupée? Les sorties à la plage, aucune responsabilité. Comment mettre un prix là-dessus? Tu t'en souviens? Comment attribuer une valeur à ça? J'ai une fille de 15 ans et un fils de 18 ans, ils sont à cette période de la vie. Et si je deviens trop poétique, c'est parce qu'il m'arrive d'être envieux d'eux. Et d'être à cette étape, d'avoir toute cette longue route de la vie devant soi, avec toutes les possibilités. Juste une aventure qui n'attend qu'à se dérouler, n'est-ce pas? Mais si je pouvais sauter dans une machine à remonter le temps et revenir à mes 14 ans, je ne pense pas que je le ferais parce que je me souviens aussi des difficultés de cette époque. Je me souviens d'avoir eu 14 ans et un triste rappel que ce n'est plus le cas. C'est parfois quand j'aperçois la caméra et que je vois mon visage là-haut et je me dis « Mais qui diable est-ce » D'où viennent ces rides? D'où viennent ces cheveux gris? Mais je me souviens d'avoir été un garçon de 14 ans. Même si je le pouvais, je ne redeviendrais pas un garçon de 14 ans. Parce que je me souviens des difficultés d'être un garçon de 14 ans. Je me souviens de l'idée d'essayer de cerner quelle est mon identité. Quelle est ma personnalité au fond? Qui suis-je? Où est-ce que je me situe? Comment puis-je être cool? Encore aujourd'hui, je me souviens de choses que j'ai faites qui me font secouer la tête, des choses que je regrette profondément, des choses qui étaient mal avisées, des actes imprudents et dangereux, des choses tout simplement stupides. Ce n'était pas facile d'être un garçon de 14 ans, et c'était en 1993. Mais c'est ça, être un enfant, être un garçon de 14 ans, c'est faire des erreurs. Et avec un peu de chance, d'en tirer des leçons. N'est-ce pas justement ça, grandir? Je ne ressemblais pas vraiment à Cyrus. Et je pense que c'est évident pour tout le monde ici. Nous avons grandi dans différents quartiers de Columbia. Nous avons eu des expériences différentes, nous sommes allés dans des écoles différentes, nous avons grandi dans des circonstances différentes, à des époques différentes. Il semble que nous étions tous les deux de maigres garçons de 14 ans, issus de parents divorcés, essayant de trouver notre voie. Je me souviens d'avoir essayé d'être tiraillé entre le fait d'être encore un enfant et celui d'essayer de comprendre ce que tout cela signifiait et quelle était ma place dans le monde. Et de comprendre comment être adolescent. Essayer de comprendre les choses. Et comme je l'ai dit,
Il me semble qu'il serait infiniment plus difficile d'avoir 14 ans en 2023 qu'en 1993. Il y a simplement des choses qui existent aujourd'hui et qui étaient inimaginables à l'époque quand j'avais 14 ans. Mais certains des défis plus larges auraient été les mêmes. Où est-ce que je me situe? Comment est-ce que je m'intègre? C'était cette période nostalgique de la vie pour Cyrus en mai 2023. Il venait tout juste de terminer sa troisième. Et nous savons tous ce qui vient ensuite, la seconde, le lycée et toute la folie qui va avec. Mais pour l'instant, en mai 2023, c'est l'été. La première semaine de l'été, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Comment mettre un prix là-dessus? C'est le meilleur moment de l'année pour un enfant. Il lui reste encore quelques mois avant de devoir affronter cette période folle de la seconde au lycée. Dimanche 28 mai 2023, c'était le week-end du Memorial Day. Cyrus venait tout juste d'être diplômé du collège et c'était l'été. Pourquoi un garçon de 14 ans a-t-il une arme à feu? C'est une question que mon ami a posée plusieurs fois. Je le connais depuis que j'avais 14 ans, Jack Swarley. Mais il a posé cette question plusieurs fois. Et je suppose qu'il a posé cette question au premier degré, attendant une réponse immédiate, concise, claire et simple. C'est ainsi que la question a été posée, comme si c'était une question très simple qui méritait une réponse simple. Mais ce n'est peut-être pas si simple. Peut-être que c'est une question bien plus vaste à laquelle, en tant que société, nous devrons finalement nous asseoir pour trouver de vraies réponses et des solutions possibles. Peut-être que c'est une question dont la réponse est tellement complexe. Elle comporte tellement de couches, mais elle est tellement chargée que ce n'est peut-être pas quelque chose que nous allons résoudre aujourd'hui. Mais il semble que depuis que les armes à feu existent, les garçons en sont fascinés. La lecture obligatoire quand j'étais à l'école primaire était « Là où pousse la fougère rouge ». Et tout tournait autour de Billy et de son arme, de ses exploits et de ses aventures, du petit Billy de 10 ans et de sa carabine. Oh! Tu sais, à l'époque, mes films préférés étaient Tombstone, Young Guns, Predator et Terminator. Seulement des films sur les armes et la violence. Les garçons adorent ça. Moi aussi. Il y a tellement de films, tellement d'images, tellement de clips sur les armes à feu. C'est juste, on est en Amérique. Ça fait partie de la vie et les garçons adorent ça. On ne peut même pas passer le mois de décembre sans A Christmas Story. Et Ralphie et sa fascination pour la carabine Red Ryder, ça fait simplement partie de la vie. Tout ça, c'était avant Internet. Mais encore une fois, nous vivons en Amérique et pour aller plus loin, Cyrus et moi avons grandi dans le Sud. Nous avons eu la chance de grandir dans le Sud où les armes font simplement partie de la vie, n'est-ce pas? Quand je grandissais, un fusil posé dans un coin était aussi banal qu'une poêle en fonte sur la cuisinière ou un couteau de boucher dans l'évier. Ça fait simplement partie de notre vie. Et que ce soit bien ou mal, je ne suis pas là pour en parler, mais les armes à feu sont omniprésentes et les garçons sont attirés par les armes, que ce soit une bonne chose ou non. Est-ce que Cyrus Wright avait un pistolet dans sa poche le 28 mai 2023? Non. Était-ce légal pour Cyrus d'avoir un pistolet dans sa poche le 28 mai 2023? Non. Est-ce que quelqu'un a indiqué que c'était acceptable, légal ou juste? Non. Méritait-il de mourir? Méritait-il de mourir? Je me souviens que mon grand-père me laissait m'entraîner avec une petite carabine de calibre 22. Je me souviens, à 8 ans, je tirais avec une carabine 22. Je me souviens de mon premier fusil de chasse à un coup de calibre 410. J'avais probablement 12 ou 13 ans quand je l'ai eu. Je me souviens d'être allé jusqu'au petit placard juste à côté de la cuisine chez mes grands-parents et d'y avoir trouvé un petit revolver qu'ils gardaient là. Et je me souviens
de l'avoir pris et je me souviens être descendu à l'étang et avoir tiré quelques coups. J'avais probablement environ 12 ans et je savais que je n'étais pas censé faire ça. Et je savais que j'aurais des ennuis si je me faisais prendre. Ça ne m'a pas arrêté. Je me souviens de toutes ces choses. Les garçons font des choses qui ne sont pas toujours judicieuses ni intelligentes. Mais ça fait partie de la vie. On espère qu'en grandissant, on apprend certaines de ces choses et qu'on finit par les dépasser. Est-ce que Cyrus méritait de mourir quand Cyrus Carmack Belton est entré dans cette station-service Shell au 7441 Park Lane Road vers 20h? Le 28 mai 2023, il n'avait aucun moyen de savoir qu'il serait mort dans environ 10 minutes. Nous le voyons entrer dans la station-service. On lui demande immédiatement d'enlever son sac à dos. Une demande raisonnable à laquelle il obéit aussitôt. Il n'est pas impoli pendant l'échange. Il fait ce qu'on lui demande. Très bien. Nous voyons Alice vérifier la base de données de reconnaissance faciale à son entrée. Nous avons entendu parler de l'utilisation de la base de données de reconnaissance faciale à la station-service Shell. Et puis elle a repris ses activités ou a fait semblant d'être occupée tout en gardant un œil sur Cyrus alors qu'il arpentait les allées. À un moment donné, elle passe la tête dans le bureau où se trouve Rick. Ce qu'elle lui a dit, si elle lui a dit quelque chose, reste inconnu, nous ne le savons pas. Mais Alice et Andy continuent d'observer Cyrus alors qu'il marche dans les allées. Finalement, il se dirige vers l'endroit où se trouvent les bouteilles d'eau. Il devait bien savoir qu'il était observé, non? Je veux dire, je ne pense pas qu'Alice faisait... Oh. Ou plutôt, elle ne cherchait pas vraiment à cacher ce qu'elle faisait. Il a sorti 4 bouteilles d'eau, il a remis 4 bouteilles d'eau et il a été filmé sous plusieurs angles en train de le faire. Et les caméras ne mentent pas. Les caméras ne font pas d'erreur. Il aurait fallu environ 17 secondes pour l'observer à cette fontaine à eau. Si Rick Chow avait décidé de faire cela, environ 17 secondes à chaque fois. 17 secondes pour confirmer qu'il n'a rien pris. Le fait que Rick Chow n'ait pas fait cela coûtera la vie à Cyrus. Des milliers et des milliers de dollars de technologie à la portée de Rick Chow et il choisit d'agir sous le coup de la colère. Cyrus serait en terminale s'il était encore en vie. Il entrerait dans sa dernière année de lycée. Si Rick Chow avait pris environ 17 minutes pour revoir les images. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Cyrus s'éloignait de la fontaine quand Alice et Andy lui demandèrent s'il avait mis une bouteille d'eau dans sa poche. $1, 114 livres, 130 yards, 21 grammes. Combat ou fuite. Vous avez entendu ce terme, vous voyez? Réaction physiologique, n'est-ce pas? C'est ancré en nous depuis, vous savez, que nous étions des hommes des cavernes, je pense. Et c'est un instinct, c'est une réaction qui se produit dans des situations où il y a une menace. D'accord? Si Cyrus est un dur à cuire, n'est-ce pas? Si Cyrus est un ennemi, n'est-ce pas? Si Cyrus est un pistolero, n'est-ce pas? S'il est ce type-là, d'accord, si c'est vraiment ce type-là, c'est maintenant qu'on le verrait. C'est maintenant qu'il sortirait son pistolet et le pointerait. S'il était ce type-là, non? Ce n'est pas ce type-là. C'est un enfant. Il ne sort pas son pistolet, il ne jure pas et ne manque de respect à personne. Il prend son sac à dos. Il baisse la tête et il sort. S'il était un bagarreur, ce serait le moment pour lui d'affronter quelqu'un.
S'il avait jamais eu l'intention d'utiliser l'arme, ça aurait été à ce moment-là. Mais c'est le moment où il faut garder son sang-froid. C'est la réflexion posée qui aurait dû prévaloir ici. Il aurait fallu réfléchir. C'est à ce moment-là que les adultes doivent se comporter en adultes. Ça aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu s'en aller. Il serait un gamin qui attend avec impatience sa dernière année de lycée. Il aurait une mère et un père qui auraient encore leur petit garçon. $1, 114 livres. 17 secondes, 1 seconde. 21 grammes. Toute une vie devant soi. Un potentiel inconnu, le succès, l'échec, la rédemption. Des décisions. Nous connaissons la décision de Rick Chow. C'est gravé dans le temps maintenant. Ça se rejoue comme un mauvais film. Tu l'as déjà vu, tu connais déjà la fin. Il a fait ce qu'il a fait, et c'est pour ça que nous sommes tous ici aujourd'hui. Laisse-le partir, laisse-le simplement partir. Nous n'avons pas besoin d'être ici aujourd'hui. Laisse partir le garçon. Qu'est-ce que tu as à perdre? Quelle est la valeur de la vie humaine? Au 28 mai 2023, Rick Chow possédait et exploitait cette station-service depuis plus de 10 ans. Ce n'était pas son premier jour de travail. Pourquoi ne pas appeler le 911? Ça ne prend qu'une seconde. Andy l'a dit, ça ne prend qu'une seconde. Pour appeler le 911, encore mieux, pourquoi ne pas revoir la bande vidéo? Si nous pensons que le garçon a pris quelque chose, pourquoi ne pas vérifier la vidéo? On réaliserait qu'on n'a même pas besoin d'appeler le 911. Il n'a jamais rien fait. Nous l'apprendrions immédiatement. Tout cela à portée de main. Au lieu de cela, tu choisis d'agir sous le coup de la colère. Tu choisis de prendre des décisions en une fraction de seconde. Et tu as complètement tort. Pour les besoins de la discussion, admettons qu'il ait commis le crime abominable de voler une bouteille d'eau à $1. Disons qu'il a fait ça. Okay. Eh bien, tu te souviens du mur de la honte? Tu te rappelles le témoignage sur toutes les photos de personnes soupçonnées de vol affichées partout dans le magasin? Ce qu'on fait à la station-service Shell, c'est qu'on prend leurs photos parce qu'on a toutes ces caméras qui nous permettent d'obtenir toutes ces images, puis on l'affiche sur le mur de la honte. Et c'est ce qu'on fait, on les humilie. Mais aussi, s'ils reviennent, on peut les confronter.
Pourquoi ne pas mettre la photo de ce petit garçon là-haut alors? Je veux dire, s'il a volé de l'eau, faisons simplement ça. Ça aurait été une meilleure option, non? Ou alors, on a toutes ces photos. Envoyons-les aux forces de l'ordre. On cherche ce type. Et au fait, on sait exactement comment il était habillé. Et en plus, il est parti par là, dans cette impasse. Ça ne devrait pas être trop difficile à résoudre pour vous. N'importe quoi aurait été mieux que ça. Il a poursuivi un élève de 4e. Le garçon était tellement terrifié qu'il a perdu sa chaussure en courant. Et il a continué à courir. Le garçon était tellement terrifié. Il perd ses vêtements. Il laisse tomber son téléphone. Il laisse tomber le téléphone de sa mère. Mais il continue de courir. N'était-ce pas une autre excellente occasion pour eux de s'arrêter? Écoutez, on a tellement effrayé ce petit garçon qu'il a perdu ses chaussures. Arrêtons cette folie tout de suite. Faisons demi-tour, ramenons nos fesses à la station-service Shell. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au juste? Pourquoi on fait ça? Mais non, il continue de le suivre, de traquer le garçon. Et puis il fait cette lourde chute. Il heurte le sol. Et là, n'était-ce pas le bon moment pour le dire? On effraie tant ce garçon qu'il perd ses chaussures en fuyant. Il a perdu son téléphone portable, et maintenant il s'est blessé. Là, on est allé trop loin. On est allé trop loin. Mais non. 130 yards, 114 livres, 390 pieds, 1 seconde, 17 secondes, 21 grammes. Pourquoi, au nom de Dieu, 2 hommes adultes, dont un armé, poursuivent un enfant parce que c'est ce qu'il est sur 130 yards? Pourquoi, au nom de Dieu? Vontae Bryant, il a dû freiner parce qu'il ne voulait pas le percuter. Il va surgir devant lui en courant sur Spring Street. Papa a dit, « Je vais attraper ce garçon, tu dois freiner. » Il dit qu'il croyait que c'était la police. Ouais, d'accord, mais pourquoi tu pensais ça? Il a dit que c'est parce qu'un des gars avait un pistolet. Il poursuivait ce garçon, je croyais que c'était la police. Et donc, c'est aussi ce que Cyrus aurait vu. Il ne savait même pas pourquoi ces hommes le poursuivaient, ni pourquoi ils lui criaient dessus. Et maintenant, il voit que l'un d'eux a une arme à feu. Et il se demande, pourquoi ces gens me poursuivent-ils? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et il court. Et Devontae Bryant a dit qu'il n'avait rien dans la main. Laurie Carson s'est arrêtée devant le Remember. C'est elle dans cette BMW. Une grand-mère. Elle a immédiatement reconnu que Cyrus était un enfant. Elle a dit qu'il avait l'air effrayé. Il avait l'air effrayé. Il a dit qu'on aurait dit qu'il avait besoin d'aide. Il a dit qu'il n'avait rien dans la main. Kennedy, Jasmine Broadwater, ils disent qu'il y a quelqu'un aussi. Ils n'avaient rien dans la main. Ils avaient tous un angle d'observation différent. Aucun d'entre eux ne connaissait Cyrus. Ils étaient tous très clairs. Le garçon n'avait rien dans la main. Il avait un sac à dos sur l'épaule gauche, ce qu'on peut voir dans la vidéo, essayant de remonter son pantalon pendant qu'il fuyait ces hommes. Mais il n'avait rien dans la main. À quoi ressemble 130 yards? Eh bien, ça ressemble à ça.
C'est loin. C'est beaucoup trop long. C'est 130 yards de trop. 114 livres, 1 seconde, 1 dollar, 21 grammes. Cyrus a été abattu dans le dos. Alors qu'il courait loin de Richtown et d'Andy Chow. La balle est entrée dans le bas de son dos, juste à droite de sa colonne vertébrale. Elle est remontée vers le haut. Vous voyez, elle a traversé son poumon, vous voyez. Elle est entrée dans le ventricule droit de son cœur. Elle s'est arrêtée là. Et cette trajectoire nous indique qu'il essayait de s'éloigner à la toute fin, qu'il tentait de fuir le danger. Il est mort effrayé. Il est mort en se vidant de son sang. Avec le visage de riche comme dernière chose qu'il a vue. Il est mort entouré d'inconnus. Il a eu peur sur le bord d'une route, au milieu de nulle part en Amérique. Il est mort jeune. Il est mort à cause de l'enfant. Abattu dans le dos. Aujourd'hui, Rick Chao dit, « Eh bien les gars, je devais le faire. Je devais tuer ce garçon. J'ai dû le poursuivre et j'ai juste dû lui tirer dessus. » Il dit que son fils a crié « arme » et qu'il a dû tirer. Il vous dit qu'il était justifié de le faire. Et il dit « Eh bien, si vous vous demandez pourquoi j'ai tiré et tué un enfant dans le dos, c'est à cause de la doctrine de la défense d'autrui. » C'est ce qu'il vous dit aujourd'hui. Et il avait complètement tort le 28 mai 2023 et il a encore complètement tort aujourd'hui. Alors, quelle est la loi concernant la défense d'autrui? Il y a 4 éléments. L'État doit en réfuter un, d'accord? Mais ce sont ces éléments qui donneraient lieu à une instruction au jury et qui permettraient de conclure que vous seriez justifié de tuer quelqu'un selon la loi de la défense d'autrui. Si l'État réfute l'un de ces éléments, ne serait-ce qu'un seul, alors il ne bénéficie pas de la justification légale pour avoir tué. Vous comprenez? Si vous estimez que l'un de ces éléments ne s'applique pas à lui, il ne bénéficie pas de la défense d'autrui. Numéro 1, d'accord? Je veux être clair. Il échoue dès le départ. Quel est le tout premier élément de la défense d'autrui, le tout premier qu'il rate lamentablement? Rick Richel et Amy Chao doivent tous les deux être irréprochables quant à l'origine de la difficulté. Vous vous souvenez des questions que j'ai posées à Andy? Par ailleurs, vous devez aussi considérer la crédibilité des témoins. Avez-vous déjà vu des gens mentir ou ne dire qu'une partie de la vérité? Vous avez déjà vu des gens hésiter face à des questions auxquelles ils ne voulaient pas vraiment répondre. Vous avez déjà vu ça dans la vie. Vous avez l'occasion de vous asseoir là-bas et de discuter pour savoir si vous avez trouvé Andy crédible comme témoin ou non. Mais une chose que je lui ai demandé, c'est « Andy, Cyrus serait encore en vie si vous étiez resté à la station-service, n'est-ce pas ?» Et il a dit « Oui, tu as raison. » Ensuite, ils ont décidé d'accélérer et ont provoqué cette situation, d'accord? L'un de ses avocats a dit « Eh bien, vous savez, Cyrus serait en vie s'il n'avait pas eu d'arme. » Et j'ai dit « Vous n'auriez jamais su qu'il avait une arme, n'est-ce pas? Si tu étais simplement resté à la station Shell à continuer le travail que tu faisais, reste derrière la caisse enregistreuse.
Eric, reste donc dans ta salle de surveillance. Pourquoi ne pas y rester tout simplement? Pourquoi on court à 130 yards de notre propriété? Même après avoir perdu ses chaussures et son portable, pourquoi ne pas simplement s'arrêter sur la propriété? Si on a besoin de voir dans quelle direction il va, eh bien on le voit courir sur cette route droite et on sait que c'est une impasse. Et on a toutes ces photos de lui. Maintenant, on a un téléphone portable. On a une chaussure. On a toutes ces photos de lui. On a ses vêtements. Téléphone portable, chaussures. Pourquoi compliquons-nous la vie inutilement? Mais dès le départ, la défense d'autrui échoue. Premier critère. Un homme adulte avec des décennies d'expérience a choisi de transformer le soupçon en poursuite, puis la poursuite en coup de feu. Nous échouons immédiatement. Mais si nous envisagions de continuer, il échoue aux 4 critères. Laissez-moi simplement vous les expliquer pour que ce soit clair. Mais si l'un d'eux échoue, il ne bénéficie pas de cette défense. Mais pour le deuxième point, Rick Chao doit être convaincu ou avoir la conviction de bonne foi qu'Andy Chao était en danger imminent de mort ou de blessures corporelles graves. Nous avons vu cette chute et ses conséquences. C'était une chute si violente qu'elle a entraîné ses blessures à son tibia. Il tombe face contre terre, comme l'ont dit plusieurs témoins. Et puis le marqueur AA juste là, ce serait le pointeur laser, la lampe de poche dont nous avons tant entendu parler. Mais c'est un marqueur intéressant parce que vous savez ce que cela nous dit? 2 choses en fait. Cela nous indique où Cyrus est tombé et a touché le sol. Mais cela, ainsi que les blessures à sa jambe, nous montrent aussi à quel point la chute a été violente. Ce serait là où il a touché le sol. Et la seule façon dont cela fonctionne, c'est si son arme sort de son sweat à capuche, frappe le sol si violemment que la lampe de poche se détache, et c'est là qu'elle s'est retrouvée. Mesdames et messieurs, si vous êtes un garçon de 14 ans et que vous savez que vous n'êtes pas censé avoir cette arme, et que vous êtes poursuivi par des gens et qu'elle tombe, la toute première chose que vous allez faire, c'est la ramasser et continuer à courir, ce qui est exactement ce qu'a fait Cyrus Carmack Belton. Il essayait de s'enfuir. Mais comme vous le voyez juste là, c'est là qu'il est tombé. Et nous savons qu'il a continué à courir parce que son corps a été retrouvé après ces 2 poteaux. Mais qu'y a-t-il plus loin, vers l'endroit où son corps s'est arrêté? Peut-être qu'ici, il y a cette douille. C'est à peu près là que Rick Chao se tenait lorsqu'il a tiré. Donc, même après qu'on ait vu où Cyrus est tombé, Rick Chao continue d'avancer vers lui. Il se dirige toujours vers l'endroit où il a finalement trouvé la mort. Je ne comprends pas comment on peut dire qu'on a peur de ce garçon, qu'on est terrifié par lui, mais même après qu'il soit tombé et que vous soyez censé avoir vu une arme sortir de sa poche, vous continuez à avancer vers lui. Comment pouvez-vous dire maintenant que vous aviez peur de lui? Une personne raisonnable et prudente aurait-elle agi ainsi? Serait-elle même sortie de la station Shell? Non. Il échoue à la 2e et il échoue à la 3e. Donc finalement, il faut démontrer qu'Andy Chao n'avait aucune autre façon probable d'éviter le danger de mort ou de blessure grave que d'agir comme il l'a fait. D'accord? Je ne comprends pas comment vous pouvez dire que je me retire alors que c'est vous qui poursuiviez quelqu'un, le poursuiviez hors de votre propriété, le poursuiviez sur 130 yards sur une route où vous n'avez rien à faire. Comment pouvez-vous ensuite dire que j'ai battu en retraite? Non, vous étiez en train d'avancer. C'est vous qui avez provoqué cette difficulté. Vous l'avez commencé et c'est vous qui la continuez.
Rick Chao échoue sur les 4 critères de la défense d'autrui et il échoue de façon spectaculaire. Nous n'avons qu'à en prouver un seul. Premièrement, il échoue d'emblée. Je vous affirme qu'il échoue sur les 4. Cela aurait déjà été fait. Nous avons déjà passé beaucoup de temps. Je sais que ça a été ennuyeux par moments d'essayer de vous familiariser avec le paysage, mais c'est vraiment important d'avoir une certaine connaissance générale de la zone dont nous parlons. Mais si on regarde cette photo, qui est une preuve, vous avez vu ces poteaux-là plusieurs fois. C'est un bon repère. Vous voyez ce fossé de drainage ici en bas, là où le sac à dos a été retrouvé, c'est un autre bon repère. Derrière, il y a la station Shell à l'angle de Park Lane Road et Ford est au bout du cul-de-sac. Ce serait à peu près l'endroit où le module lampe torche et laser aurait été retrouvé. Mais encore une fois, c'est là que la raison nous dit que Cyrus est tombé. Le pistolet a touché le sol, une partie fixée à la lampe laser où il a été retrouvé. Un peu plus loin encore, au-delà de l'endroit où il est tombé, cela signifie que Rich Child continue d'avancer au-delà de l'endroit où ce garçon est tombé et a continué à le poursuivre avec son arme. L'étui a été retrouvé ici, sous la flèche verte. Derrière ces arbres, il y a un lapin enterré juste là. C'est là que, d'après la caméra piéton, Cyrus s'immobilise. C'est là qu'il meurt. Je veux dire... juste sur le bord de la route. C'est au milieu de nulle part, en Caroline du Sud. Abattu sur le bord de la route comme un chien. Entouré d'inconnus. Sa mère n'était pas là. Sa grand-mère était là-bas. Trop peur pour y entrer. Le meurtre est défini par la loi en Caroline du Sud comme tuer quelqu'un avec intention malveillante. D'accord. Qu'est-ce que l'intention malveillante? Je vais donc vous définir la malveillance. Voici Matisse. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? Regardez ça. Voilà à quoi ressemble la malveillance. Malveillance ou hostilité. Nous savons ce que Rick Chao pense des voleurs à l'étalage. D'accord. Il a consacré une grande partie de son magasin à afficher et à identifier les voleurs à l'étalage. Il ne les aime pas. Malveillance. C'est de la malveillance ou de l'hostilité envers une autre personne. C'est le fait de commettre intentionnellement un acte répréhensible sans raison valable ni excuse, avec l'intention de causer un préjudice dans des circonstances illégales ou avec une intention malveillante. Quand la malveillance doit-elle naître et exister dans l'esprit d'une personne? Le juge vous dira que ce n'est pas nécessaire. L'intention malveillante ne requiert pas que la malveillance existe pendant un certain temps avant que l'acte soit commis, mais elle doit exister dans l'esprit de l'accusé juste avant et au moment de la fusillade. D'accord? Par conséquent, il doit y avoir une combinaison de l'intention malveillante, de l'intention préalable, c'est-à-dire poursuivre un garçon sur la route avec une arme au côté et l'acte tiré. Comment prouver la malveillance? 2 façons existent, elle peut être exprimée ou déduite. Ces méthodes ne diffèrent pas. Mais c'est simplement la manière dont elles peuvent être montrées. La malveillance exprimée se manifeste lorsqu'une personne prononce des paroles qui expriment de la haine ou de la malveillance envers une autre, ou lorsque la personne s'est préparée à l'avance à commettre l'acte qui a ensuite été accompli. La malveillance peut être déduite d'un comportement montrant un mépris total pour la vie humaine. C'est de la malveillance là. Vous voyez de la malveillance?
Voilà à quoi ressemble la malveillance. Une balle dans le dos raconte l'histoire mieux que n'importe quel témoin ne pourrait le faire. L'État doit prouver ses accusations au-delà de tout doute raisonnable. C'est la norme pour chaque affaire criminelle d'ici jusqu'à Seattle, partout aux États-Unis. L'État doit prouver ses accusations au-delà de tout doute raisonnable. Que cela signifie-t-il? Cela signifie-t-il sans aucun doute? Est-ce que l'État doit présenter une affaire qui laisse tout le monde dire « je n'ai plus aucun doute sur quoi que ce soit » ? Non. Cela signifie que si vous avez un doute raisonnable, que ce soit sur sa culpabilité ou non, avez-vous un doute sur sa culpabilité? Si c'est le cas, est-il raisonnable? Est-il fondé sur la logique? Si c'est le cas, alors vous devez le déclarer non coupable. C'est simplement la loi. Ça a toujours été comme ça. Mais si votre doute quant à savoir s'il a fait ce qu'il a fait n'est pas raisonnable, ou si votre doute n'est pas vraiment logique, vous devez le déclarer coupable. Cela signifie-t-il que vous devez être absolument certain à 100% de tout concernant cette affaire? Ce n'est pas le cas. Le juge précisera qu'il existe peu de certitudes absolues et qu'en droit pénal, la preuve n'a pas besoin d'écarter tous les doutes possibles. Il va dire que, sur la base de votre examen des preuves, vous êtes fermement convaincu. J'ai mis cela en gras car c'est selon moi la meilleure façon. Comprendre ce que signifie au-delà de tout doute raisonnable. Quand vous retournerez là-bas et que vous discuterez des questions ou de ce dont vous vous souvenez concernant les détails précis de l'affaire, demandez-vous, en sommes-nous fermement convaincus? Faisons un tour de table. Sommes-nous fermement convaincus de sa culpabilité? Et si tout le monde lève la main, alors vous le déclarez coupable. C'est ainsi que vous déterminez s'il y a un doute raisonnable ou s'il y a une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Sommes-nous tous fermement convaincus? Rappelez-vous ces deux mots. Il les dira 2 fois en lisant ses instructions. Fermement convaincu. Donc, quand vous retournerez là-bas et que vous vous demanderez « c'était quoi déjà le doute raisonnable ?» Vous dites « je me souviens que Dale a dit fermement convaincu. C'était ça. » C'est ce que nous devons décider. Sommes-nous fermement convaincus? Cyrus aura toujours 14 ans. Ce sera toujours le début de l'été. La seconde au lycée, ça n'arrivera jamais. Tu n'auras pas la chance d'attirer l'attention d'une jolie fille. Il ne connaîtra pas non plus le sentiment du rejet. Il ne participera pas au bal de promo avec ses camarades. Tu n'auras pas l'occasion d'être cool ou de marquer ce panier décisif. Tu n'auras pas l'occasion d'être un loser. Tu n'as jamais l'occasion de comprendre les choses. Il ne sentira jamais le baiser de sa grand-mère sur son front. Il ne pourra pas boire cette bière quand il aura 21 ans. Il n'attrapera plus jamais de flocons de neige sur sa langue. Il ne pourra pas ressentir le soleil sur son visage ce premier jour chaud du printemps. Il ne pourra jamais trouver sa place dans ce monde qui peut être si cruel, mais aussi si beau. Il ne sera pas comme ce garçon de 14 ans. Et se regarder dans le miroir et voir ses rides et ses cheveux gris qui sont apparus de nulle part. Et pouvoir les suivre du doigt et repenser aux souvenirs et aux expériences qui les ont provoqués. Il aura toujours 14 ans, seul et effrayé, courant sur cette route, essayant de trouver un endroit sûr, mais n'y arrivant jamais.
Sylvester, Stéphanie, Weston et moi, nous avons parcouru ce tronçon de route de Spring à Tree une douzaine de fois ou plus. L'air, il semble tout simplement plus lourd. L'énergie est vraiment étrange. La tragédie d'une vie écourtée est comme gravée dans les environs. Je n'arrive pas à l'expliquer. Et la question n'est pas « Pourquoi un adolescent de 14 ans a-t-il une arme à feu ?» C'est pourquoi un homme armé de 57 ans poursuit-il un garçon sur 120 mètres, sachant à quel point il a peur, puis lui tire dans le dos. Tu sais que c'est mal. Tu sais que c'est mal. Tu te trompes complètement à propos de cette eau. Monsieur Child, Rick Child, se trompe complètement à ce sujet. 14. 130 yards, $1, une seconde. 21 grammes. Au début du XXe siècle, il y avait un médecin. Il pensait qu'il pouvait mesurer le poids de l'âme humaine. Il pensait qu'il était possible de déterminer le poids physique de l'âme humaine. Il a mesuré 6 patients, juste avant et juste après la mort. Et chez l'un d'entre eux, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Chez l'un des patients, il a déterminé qu'il y avait une différence de 21 grammes. Et donc, il a déterminé sur la base de cette expérience que l'âme humaine pesait 21 grammes. 1 sur 6, un échantillon très réduit, et ce n'était pas bien documenté, mais malgré tout, c'est devenu une idée populaire que l'âme humaine pèse 21 grammes. Nous savons que c'est absurde aujourd'hui, en 2026. Quel est le poids de notre esprit? Est-ce qu'il pèse 21 grammes? Non, nous savons que c'est absurde. Tout comme nous le savons, on ne peut attribuer aucune valeur à une vie humaine. Elle vaut plus que l'argent et l'or. Elle vaut bien plus que ça. Vous le savez. Mesdames et messieurs, vous avez une décision à prendre. Je vous remercie pour votre temps et votre attention la semaine dernière et aujourd'hui. Je vous remercie. Il n'y a qu'un seul verdict ici qui dit la vérité. Il n'y avait qu'un seul verdict qui traite de ce que cet homme a fait et de ce que cet homme a enlevé. Un seul verdict. Ce verdict, c'est coupable. C'est ce que je vous demande de faire. Déclarer Rich Child coupable d'avoir injustement ôté la vie à Cyrus Carmack Belton. Déclarez-le coupable. C'est le seul verdict conforme à la vérité et aux preuves dans cette affaire. Merci. Je me souviens d'avoir grandi en regardant des émissions avec mon père. Et je suis assez âgé pour trahir un peu mon âge, car nous écoutions en fait des émissions de radio. L'une des émissions de radio que nous écoutions souvent était animée par Paul Harvey. Et ce qu'il faisait, c'était raconter des histoires. Et en racontant des histoires, il racontait une histoire qu'il pensait que tout le monde connaissait déjà. Il racontait une histoire et donnait des détails d'une histoire qu'il pensait que tout le monde connaissait déjà. Et il la racontait à sa manière intéressante, mais ce qu'il faisait, c'était de laisser intentionnellement de côté certaines parties de l'histoire pour que les gens soient un peu confus, parce qu'ils entendaient la partie de l'histoire qu'ils pensaient connaître, mais il omettait certains éléments. Il faisait une longue pause après avoir fini. Tout le monde croyait que c'était terminé, puis il disait « Et maintenant, il est temps d'entendre le reste de l'histoire. » Puis, il passait le reste de l'émission à raconter à l'auditeur la suite de l'histoire qu'il ignorait. Il faisait cela parce qu'il comprenait les gens. Il comprenait que nous sommes une génération de personnes qui se contentent d'écouter les gros titres, d'écouter les choses tape à l'œil et qui n'entendent pas le reste de l'histoire.
Il comprenait que s'il pouvait raconter seulement de petites parties de l'histoire d'une manière que les gens pensèrent comprendre, sans entendre le reste de l'histoire, alors il croirait les choses d'une certaine façon. Et la façon dont il l'a fait était fascinante, c'était intéressant. Les gens ont commencé à comprendre que c'est ainsi que nous devons commencer à écouter, parce que si nous n'entendons qu'une partie de l'histoire, alors nous ne pourrons jamais accéder à la vérité. Et donc, alors que nous sommes assis ici à nous préparer pour notre plaidoirie finale, tout ce que nous allons faire maintenant, c'est vous raconter le reste de l'histoire. Je vais vous le dire sincèrement, et cela pourrait vous surprendre. Je partage certains points de l'État de Caroline du Sud. Après leur plaidoirie finale, les gens près de moi m'ont demandé « Tu veux retirer ce dollar ?» J'ai répondu non. Parce que, laissez-moi vous dire avec une honnêteté sans détour, ils ont 1000% raison sur la déclaration suivante. Si Rick Schaap a exécuté un être humain pour une bouteille d'eau à $1, qu'il aille en enfer, l'enfer. Soyons clairs, si Rick Schaap a tiré dans le dos d'un homme volant une bouteille d'eau à $1 dans son magasin, faites ce que vous voulez. Il n'y a rien à justifier. Ce va-et-vient, raison ou tort, n'a pas d'importance. Tuer pour une bouteille d'eau est totalement absurde. C'est mal, peu importe la façon dont on le regarde. L'État a tout fait pour mettre en avant cette bouteille d'eau à $1 et afficher cette photo afin que vous pensiez que c'est l'enjeu de cette affaire. Le reste de l'histoire, cela n'a rien à voir avec cette eau. Ce n'est pas le cas. Parce que si c'était de ça qu'il s'agissait, ce ne serait pas une affaire compliquée. Alors que nous sommes assis devant vous, nous devons discuter de tout ce que nous avons vu dans cette affaire. Nous devons analyser ce que l'État de Caroline du Sud vous a présenté en le répartissant en 3 catégories de ce qu'ils ont présenté à la barre. Ils ont présenté ce qu'ils appellent des témoins oculaires. Ils ont présenté des enquêteurs. Ils ont présenté des experts, si tu te souviens. Voilà les 3 choses qu'ils nous ont données. D'abord, parlons des témoins oculaires. Et la raison pour laquelle je veux parler des témoins oculaires en premier, c'est parce que, souvenez-vous, et j'ai noté une citation de l'État, les caméras ne mentent pas. Pendant 17 secondes, vous auriez pu passer les images de la caméra. Pendant 17 minutes, vous auriez pu passer les images de ces caméras. Rappelez-vous, ces témoins sont venus à la barre, se sont assis devant vous, et je les ai interrogés. Ils vous ont regardé dans les yeux. Ils parlaient de ce dont ils se souvenaient. Ils parlaient de leurs souvenirs et de l'importance que cela a. Puis j'ai commencé à leur poser des questions. Vous vous souvenez? J'ai dit, non, je ne veux pas être impoli, mais je me souviens que vous avez parlé au 911. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et vous avez dit quelque chose de différent à l'enregistrement du 911 que ce que vous dites ici aujourd'hui. J'ai demandé à une autre personne, n'est-il pas vrai que nous n'interrogeons pas les témoins ensemble parce qu'ils ne peuvent pas accorder leur version et que leurs esprits pourraient retenir quelque chose qui ne s'est pas vraiment passé? Oui. C'est bien filmé, non? Les caméras ne mentent pas. Ils ont appelé le 911, puis quand le 911 les a rappelés, ils ont dit n'avoir rien vu, c'est ça? Les caméras ne mentent pas. Tu ne te souviens pas? J'ai demandé à un témoin si tu leur avais dit quelque chose et qu'ils ont répondu que c'était impossible. Oui. Et ensuite, ils t'ont rencontré, ils t'ont parlé, ils t'ont interrogé et t'ont fait témoigner et tu as dit quelque chose de différent. Les caméras ne mentent pas. Pourquoi sommes-nous ici au lieu de regarder ces vidéos? Pourquoi l'État ne t'a pas donné l'appel au 911, les vidéos ou les informations si les caméras ne mentent pas? Le reste de l'histoire. J'ai parlé à l'un des enquêteurs et officiers lorsqu'il a témoigné à la barre. Souvenez-vous, nous lui avons demandé « Qu'est-ce qui est important en tant qu'enquêteur? Il est important d'obtenir les faits. Il est important d'obtenir les informations. Il est important d'obtenir les preuves. Aussi près de l'incident que possible. » Alors, pourquoi faire? Vous vous rappelez la question que je lui ai posée afin de transmettre toutes les infos au jury, le reste de l'histoire. Car notre objectif est d'éviter d'introduire nos émotions, croyances personnelles ou décisions subjectives sur les faits. Le reste de l'histoire. Pour une raison inconnue, l'État de Caroline du Sud refuse de me le donner. L'un des témoins a pris la parole, si vous vous souvenez bien, le détective English a témoigné. Vous vous souvenez? C'était l'un des premiers qu'ils ont fait venir. Ils ont diffusé les vidéos sur tous les écrans et montré toute la technologie de l'État de Caroline du Sud, y compris la déclaration de Rick Cho. Housing, vous vous souvenez? Et ils l'ont diffusé et ça disait « Mon fils a vu, je n'ai pas vu au début que mon fils avait une arme, alors quand j'ai regardé sa main, et qu'est-ce que cet officier a fait? Il est juste parti. »
Nous savions qu'il y avait une deuxième partie de la vidéo. Les caméras ne mentent pas. Ça aurait pris combien de temps déjà? 17 secondes pour la passer. Les caméras ne mentent pas. Et quelle était la question suivante de l'État de Caroline du Sud? N'est-il pas vrai qu'il ne vous a pas dit sur les lieux? Les caméras ne mentent pas. Donc, nous devions littéralement nous assurer que vous connaissiez le reste de l'histoire. Et qu'avons-nous fait pour vous raconter le reste de l'histoire? Nous avons fait venir cet autre officier pour vous raconter la suite de l'histoire. Et vous vous souvenez? Ça s'est parfaitement enchaîné, le reste de cette déclaration. Mon fils a vu, je ne l'ai pas vu tout de suite. Mon fils m'a alerté qu'il avait une arme. Donc quand je vais aller parler à son fils, c'est là qu'il s'est éloigné. Et puis la déclaration a continué. Regardez sa main. Il avait effectivement un pistolet dans la main. Le reste de l'histoire. Il s'est levé en courant et mon fils a crié qu'il avait une arme. J'ai vu l'arme dans sa main. L'État de Caroline du Sud devrait vous signaler cette information. Mais il fallait que ça tourne autour d'$1. Ils ont besoin de vous faire peur. Ils veulent vous effrayer, vous faire croire que le grand Rick Schaap, cet être maléfique ici, a tué un homme pour $1. C'est dégoûtant et horrible. Tout le monde le pense, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le reste de l'histoire. Nous ne voulons pas vous raconter le reste de l'histoire, parce que si vous l'entendez, alors vous pourrez prendre une décision intelligente, et nous ne voulons pas que vous preniez une décision intelligente. Nous ne voulons pas que vous écoutiez les appels au 911, nous ne voulons pas que vous regardiez la vidéo. Nous ne voulons pas que vous entendiez ce que Rick a dit à ce moment-là, à cet instant, sans avocat, sans que personne ne lui dise quoi dire ou faire. Nous avons dû les faire écouter à le reste de l'histoire. Et quand nous entrons là-dedans, que nous écoutons cela et que nous parcourons toutes ces informations, cela devient extrêmement important. Nous avons ensuite fait témoigner les enquêteurs. Vous vous souvenez des questions que j'ai posées aux enquêteurs et pourquoi elles étaient si importantes? L'État de Caroline du Sud, pour que vous preniez la décision, s'est présenté devant vous et a fait témoigner des témoins. Les armes à feu ne sont pas si mauvaises. Des enfants de 14 ans ont des armes à feu tout le temps. Et ils avaient des témoins, littéralement la main sur la Bible, qui vous regardaient en disant « Oui, les armes à feu sont courantes. Ce n'est pas si grave que ça. » C'était leur témoignage. Je n'ai rien inventé. Ils l'ont présenté ainsi. Est-ce que je pense qu'ils y croient? Pas une ligne. Mais ils sont très émus. Ils sont contrariés. Et ils veulent que vous croyiez que tout ça concerne une bouteille d'eau. Ce n'est pas le reste de l'histoire. Un expert a aussi témoigné à la barre. Vous vous souvenez, je lui ai posé une question directe. Je lui ai demandé de s'asseoir juste ici. Elle s'est tenue devant vous comme si elle était Rick Schaap. Je lui ai montré ce que nous avons dit que M. Pelton aurait pu faire. Et qu'a-t-elle dit? Oui, c'est possible. Le reste de l'histoire. Elle a décrit la trajectoire de la balle, de l'arrière à l'avant, de droite à gauche, légèrement vers le haut. Le reste de l'histoire. Nous devons éviter tout cela parce que ça change notre récit. Alors maintenant, nous allons parler de ce qu'ils ont fait. Je veux aborder la partie de l'affaire qui nous intrigue tous, la chose que tout le monde là-bas ressent, et si vous le ressentez au fond de vous, tout le monde devrait le ressentir aussi. Et ils ont consacré toute leur présentation à cela. L'affaire a duré 1 jour et demi, et la plupart du temps, ils l'ont consacrée à une seule partie, la poursuite. La poursuite. La poursuite. Ils n'auraient pas dû le faire. Ils n'auraient pas dû le faire. Ils n'auraient pas dû le faire. Vous vous souvenez d'un des témoins, l'enquêteur, qui est venu à la barre et j'ai dû lui poser la question. Y a-t-il quelque chose d'illégal là-dedans? Non, monsieur. Mais c'est de ça qu'il parle. Eh bien, le bon sens. Nous ne voulons pas que vous le fassiez, mais ce n'est pas illégal. C'est une distinction importante à connaître. C'est un magasin dont ils sont propriétaires depuis près de 10 ans. Les marges sont faibles. C'est un nouveau mur de la honte. Des gens ont tiré dessus. Des gens ont volé. Ils l'ont poursuivi. On m'a volé. J'ai poursuivi les gens jusqu'en Géorgie sans m'arrêter. C'est leur propriété. Ils y tiennent beaucoup et c'est pour ça qu'il l'a poursuivi. La question n'est pas « Pensez-vous que c'est juste ?» La question est « Est-ce légal ?» Et ensuite, on passe à la deuxième partie. Est-ce légal? Si ce n'était pas illégal, tu ne te souviens pas qu'Andy Shaw l'a dit là-haut à la barre? Monsieur Scott s'est approché de lui a crié dessus, en colère, disant tout ce qu'il pensait. Mais il ne lui a pas dit « Vous avez été accusé d'avoir suivi ce jeune homme hors du magasin. »
Vous êtes pénalement responsable d'avoir suivi ce jeune homme hors du magasin. Parce qu'il ne l'est pas. Il n'est pas responsable. Il n'est pas pénalement responsable. Il n'a pas été inculpé et il n'a rien fait de mal. Mais quand on refait le match après coup et qu'on revient sur la situation en se demandant pourquoi, on se dit, vous savez quoi, ils auraient pu faire ceci, ils auraient pu faire cela, ils auraient pu faire ceci. Parce que c'est ça le dossier de l'État. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous entendu au cours de ce procès le grand État de Caroline du Sud dire la phrase suivante: ils auraient pu faire ceci, ils auraient pu faire cela, ils auraient pu faire ceci, ils auraient pu faire cela. Ils n'ont pas de preuves à présenter, mais ils jouent sur la peur, la passion et l'émotion. Et c'est ce qu'ils veulent susciter en vous. Ils veulent éveiller en vous cette peur, cette passion et cette émotion, et que vous ignoriez la loi. Nous n'avons pas le droit de prendre la loi comme nous voudrions qu'elle soit. Nous devons prendre la loi telle qu'elle est. Je le répète, nous ne pouvons pas appliquer la loi comme bon nous semble. Le procureur ne peut pas dire « Moi, je veux qu'il soit illégal pour un voleur à l'étalage de sortir du magasin. Le commerçant ne devrait pas avoir le droit de suivre quelqu'un. » C'est ce que je veux. Andy, c'est ce que je veux. Ce n'est pas la loi. Enfin, il reste une partie qu'il n'a, pour une raison quelconque, pas ignorée. Disons que l'un d'entre vous, juste un seul pour l'exemple, est assis là-bas et vous vous dites « Vous savez quoi ? Je pense qu'ils sont responsables de la difficulté. Ce n'est peut-être pas légal, ce n'est peut-être pas illégal, mais je n'aime pas qu'ils l'aient suivi sur 130 yards. Je n'aime pas les 130 yards. Le juge vous donnera des instructions juridiques. » Et cela s'appelle le retrait. Laissez-moi vous expliquer ce concept. Disons que l'un d'entre vous commence une bagarre. Supposons que je provoque une dispute avec M. Scott, que je m'approche et lui dis « Je vais t'avoir, te mettre à terre, te faire du mal. » Je commence la bagarre et m'apprête à lui faire du mal. Et puis tout à coup, je dis « Tu sais quoi? C'est stupide. Je ne veux plus faire ça. » Et je me retourne et je me dis « J'en ai marre de tout ça. » Et M. Scott sort un couteau et arrive. Eh bien, selon leur théorie, je dois le laisser me poignarder. Selon leur histoire, leur théorie, je dois le laisser me blesser, même si je me suis retiré. Eh bien, c'est le principe du retrait. Si une personne se retire par des mots ou par des actes, des mots ou des actions, le droit à la légitime défense s'applique de nouveau. Le reste de l'histoire. Et ne vous fiez pas seulement à ma parole. Le juge va vous expliquer la loi, et c'est l'un des points qu'il va aborder. Donc, quand nous parlons de la poursuite, quand nous parlons de pourquoi ils ont couru hors du magasin, quand nous parlons du fait qu'ils n'auraient pas dû sortir du magasin, comme je vous l'ai dit, ils ont légalement le droit. L'agent, leur témoin, a confirmé leur droit légal. Fort de 25 ans d'expérience, il a traité des vols à l'étalage et ce type de situation, et précise « Nous préférons que vous ne le fassiez pas, c'est du bon sens. » Mais il y a aussi une dernière partie qui ne figurait pas sur leur petit ordre joliment imprimé, le retrait. Quand Andy Chow a témoigné, quand il vous a raconté ce qui s'est passé, il a dit « Je le suivais, je courais après lui, il est tombé. Quand il s'est relevé, il avait cette arme. Et ensuite, je suis parti de ce côté. » Ses mains levées, je lui ai demandé « L'arme était-elle toujours braquée sur vous ?»« Oui, monsieur. Vous regardiez le canon ?»« Oui, monsieur. Puis qu'avez-vous entendu ?» J'ai dit à mon père « Il a une arme. » Et ensuite, que son père a-t-il répondu ? « Lâche-la! Arrête! Lâche-la! Non !» On ne peut pas faire plus clair comme retrait. Quand il crie « Arrête, lâche », non. C'est un retrait. Ça veut dire « Écoute mec, tu l'as, tu as l'arme, je suis tranquille. » Ils aiment dire que tout aurait pu s'arrêter. Il aurait pu poser l'arme. Nous devons l'ignorer car ce n'est pas dans leur version des faits. Nous ne racontons pas cette partie de l'histoire car ce n'est pas nécessaire. Et si nous la racontons, vous pourriez dire, Monsieur Kent, que c'est une plaidoirie créative. Non. C'est pourquoi nous avons diffusé l'enregistrement du 911. Dans l'enregistrement du 911, vous avez entendu, d'où la diffusion des auditions d'Andy Chow. Je ne me suis pas caché, n'est-ce pas? Qu'a-t-il dit? Cela ne prend que 17 secondes? Quelle était l'autre citation? Mieux que n'importe quel témoin oculaire, une vidéo aurait été préférable. C'est ce qu'a affirmé l'accusation, mieux que tout témoin oculaire. Alors pourquoi ne la diffuserions-nous pas? Parce qu'elle aurait été meilleure que n'importe quel témoin oculaire ne pourrait l'être.
Abordons le fait que nous avons évoqué le magasin. Des événements se sont produits dans le magasin. On pourrait demander pourquoi vous en reparlez encore. Si vous vous souvenez, j'avais l'officier à la barre, un excellent officier, un excellent enquêteur, une excellente personne. Je l'avais à la barre, je parlais des armes à feu et des jeunes de 14 ans et il a hésité car il ne voulait pas admettre que c'est un problème. Mais ce qui était le plus important, c'est que je lui ai demandé s'il avait remarqué un comportement suspect, quelque chose de louche. Est-ce que quelque chose vous a semblé étrange quand vous êtes revenu? Et il ne voulait pas l'admettre. Mais utilisez votre propre bon sens à ce sujet. Je lui ai posé la question directement. En revenant sur votre enquête, alors que vous avez examiné le dossier complet et tout passé en revue, maintenant, trouvez-vous étrange, bizarre, suspect qu'un jeune homme entre dans une station-service sans aucun argent, avec un sac à dos vide, mettre une balle dans la chambre, puis on dirait qu'il prenait des objets sur le comptoir? Je ne trouve pas ça suspect. Je trouve cette réponse suspecte. Nous avons abordé ce sujet non pas pour prétendre que je sais ce que faisait Cyrus, car ce n'est pas le cas. Mais utilisez votre bon sens et demandez-vous si cela ne semble pas étrange. Nous en parlons car cela expliquerait pourquoi Andy, assis au comptoir devant et regardant en arrière, observe la scène et pense « il agit de façon étrange ». Il agit bizarrement. Il remet de l'eau, remet de l'eau, remet de l'eau. Ça m'a paru étrange. Il est ensuite venu au comptoir, main dans ses manches, comme s'il y avait quelque chose de lourd dedans. Je ne savais pas ce que c'était, alors je lui ai demandé. Il a fait ça, et on aurait dit qu'il y avait quelque chose de lourd. C'était l'arme. Andy savait-il que c'était une arme? Absolument pas. Tu comprends pourquoi Andy a dit qu'il se passait quelque chose de bizarre. Son comportement, quelque chose dans la poche, il agit bizarrement avec l'eau. C'est ce qui était étrange. C'est donc pour expliquer pourquoi Andy a pris la décision unilatérale qu'il se passait quelque chose d'étrange ici. Et puis Andy a pris la décision de le suivre hors du magasin, de le poursuivre, de courir après lui, peu importe comment vous voulez appeler ça, mais il a pris cette décision parce qu'il avait des raisons légitimes de penser, comme n'importe qui l'aurait fait, qu'il se passait quelque chose d'étrange ici. J'ai demandé à l'agent à nouveau sur le comportement suspect. Moins de 24 heures avant qu'il n'entre dans le magasin, il a publié ceci sur ses réseaux sociaux. Vous vous souvenez? Je lui ai posé des questions à ce sujet. Ce n'était pas tout. C'était un extrait d'une vidéo dans laquelle il pointait une arme vers un écran avec un laser et une lumière clignotante. Dans sa story Instagram. Si tu mets tout ça ensemble, tu peux expliquer que le comportement de quelqu'un aurait été un peu étrange et il aurait eu cette arme à feu avec une lampe fixée dessus. Ça a du sens. Et donc, ça explique pourquoi Andy, et n'oublie pas, quand l'officier parlait et posait des questions, il est retourné à l'arrière pour regarder cette vidéo de surveillance dont il n'arrête pas de parler. Tu te rappelles combien de fois il a dit « J'ai dû la regarder plusieurs fois, zoomé ». Il avait la technologie pour voir ce qui avait été pris. Andy, lui, n'a eu qu'une seule chance. Et de son point de vue, il se passait quelque chose. Alors, il l'a suivi hors du magasin. Il a couru hors du magasin, appelez ça comme vous voulez, le reste du magasin. Andy a dit avoir jeté des objets de sa poche. Pourtant, M. Scott a affirmé que vous n'aviez pas témoigné de cela. J'ai dû montrer 4 fois où Andy disait jeter quelque chose de ses poches. 4. Et donc, il s'est lancé à sa poursuite. Il l'a suivi, il l'a poursuivi, il le poursuit tout le long. Et ils ont raison. Il est tombé violemment. Et maintenant, ils disent, eh bien, il aurait naturellement ramassé son arme. C'est pourquoi c'est important. Il court. Disons-le comme ça. Voyons 2 hypothèses. D'abord, il court avec le pistolet dans sa poche ventrale. Il tombe, la lumière s'éteint, mais le pistolet reste dans la poche ventrale, je suppose. Ou le pistolet sort, je suppose, je ne sais pas, mais il le ramasse. Ils viennent d'en témoigner, il l'a ramassé. Le juge va vous dire autre chose à propos de la défense d'autrui. Vous avez le droit d'agir selon les apparences, et vous avez le droit de vous tromper. Il va vous dire ça? Ils l'ont déjà dit, il courait, il est tombé et a ramassé une arme à feu.
Tout ça, tous ces allers-retours, c'est 100% la version de l'État. Il a ramassé cette arme à feu. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'agir selon les apparences. Et le juge vous dira que c'est ce que dit la loi. Et cela vient de l'État. Je veux que vous y réfléchissiez à nouveau. Se lève. Médecin légiste, reculé, choqué. Incliné, pointé. Le droit d'agir selon les apparences. Le reste du droit, trié, ou prenez une autre situation. Qu'est-ce qui a du sens? Peut-être que la lumière est sur le feu. Quand il court et tombe, c'est là que ça s'enlève. On ne sait pas. Parce que la charge de la preuve incombe à l'État pour prouver ce qui s'est passé dans cette situation. Et ils viennent d'admettre que la seule chose dont nous sommes certains, c'est qu'il a ramassé l'arme à feu. Ça vient d'eux, pas de moi. C'était leur position. Et puis, lorsqu'il prend l'arme à feu, alors nous devons nous fier au témoignage d'Andy. Et il a raison. Si vous ne croyez pas Andy et pensez qu'il ment complètement, arrêtez tout de suite. Andy a tout inventé, ce n'est pas vrai. L'arme n'a jamais été pointée sur lui. Il n'a jamais vu ce canon argenté qu'il n'aurait vu qu'après l'avoir découvert. Il ne l'a jamais vu. Et allons encore plus loin. Non seulement il faudrait croire qu'il est menteur, mais aussi que Rick Cho est la personne la plus créative et intelligente de l'histoire, presque clairvoyant. Offrons-lui une option. Chow est capable de s'arrêter. Vous savez quoi? Je veux tuer ce garçon. Je dois comprendre quand il va entrer dans le magasin, quand il aura une arme, quand elle sera dans sa sacoche. Je dois m'assurer qu'Andy la voit. Je dois aussi veiller à ce qu'Andy le suive dans la bonne direction et qu'il appelle le 911 en disant précisément ce que je veux qu'il dise. Je dois veiller à ce qu'Andy répète exactement mes paroles au bon moment, car c'est nécessaire pour soutenir la version de l'État de Caroline du Sud. Que Rick Chow a tout mis en place pour exécuter un voleur à l'étalage. Les personnes dont il décide qu'elles doivent l'aider à gagner sa vie. Ça n'a aucun sens. Et si on pousse la théorie de l'État un peu plus loin, Rick Chow est tellement furieux, tellement en colère contre ce voleur à l'étalage, il le déteste tellement qu'il l'exécute. Pourquoi ne pas lui tirer dessus quand il sort du magasin? L'arme est déjà prête à tirer. Pourquoi ne pas sortir du magasin? Un voleur à l'étalage, pour $1 volé, il s'est fait tirer dessus. Tirer dessus. Voleur à l'étalage, à 10 yards, tiré dessus. Voleur à l'étalage, à 20 yards, tiré dessus. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Pourquoi attendre 130? À moins que quelque chose n'ait changé. Ce qui a changé, c'est que quelqu'un a sorti une arme et l'a pointée directement sur son fils. C'est ça qui a changé. S'il avait voulu exécuter Cyrus, il aurait pu le faire juste devant ce magasin. Mais on doit ignorer ça parce que ça ferait partie du reste de l'histoire. Faites appel à votre bon sens et tenez compte des éléments de preuve. Mais écoutez les témoins et écoutez ce qu'ils vous ont dit. Le meurtre, comme l'État vous l'a dit, c'est le fait de tuer intentionnellement un autre être humain avec une intention homicide préalable. Sans légitime défense. Nous vous avons montré la légitime défense et la défense d'autrui. L'État a un peu mélangé ces théories, mais vous devez bien comprendre. Premièrement, il ne faut pas être à l'origine de l'altercation. Je vous ai déjà expliqué que vous avez légalement le droit de suivre quelqu'un, que cela leur plaise ou non. Et pendant que vous examinez cela, vous devez ensuite parler du danger imminent, et cela doit être vu du point de vue d'Andy. Et ils essaient de mélanger les deux choses, mais à ce stade, c'est du point de vue d'Andy. Du point de vue d'Andy, craignait-il un danger imminent? Une arme a-t-elle été pointée sur Andy? Andy qui s'était retiré du conflit, tu as compris? J'en ai fini avec ça? Non. Andy aurait-il eu le droit à pointer l'arme pour sauver sa vie? Une personne raisonnable dans la même situation, qu'aurait-elle fait? Nous pouvons interpréter cela de deux manières pour défendre la théorie de l'État. Premièrement, Andy, une arme pointée sur toi. Aurait-il eu le droit, comme il le disait, dans cette histoire du couteau dans le dos, et Andy aurait eu le droit de tirer pour sauver sa propre vie?
Mais plus important que la situation d'une personne raisonnable, Rick Chow aurait eu le droit et avait le droit de sauver son fils. La preuve la plus solide qui a été présentée dans toute cette affaire, c'est lorsque l'officier est venu à la barre et que je lui ai posé cette question. J'ai demandé « Avez-vous déjà tiré avec votre arme ?» « Non. A-t-on déjà pointé une arme sur vous ?»« Oui. » « Je n'ai pas tiré. Et si quelqu'un pointait une arme sur un de vos proches ?»« Oui. » J'ai posé la même question à cet officier sur la situation où des policiers poursuivent quelqu'un et que vous le poursuivez de manière incorrecte. Souvenez-vous, nous leur avons posé cette question. Vous poursuivez quelqu'un de manière incorrecte. Que se passe-t-il? Nous les poursuivons de manière incorrecte. Ça arrive. Et si cette personne vous menaçait avec une arme? Vous rappelez-vous son exemple? Si quelqu'un pointait une arme à feu alors que je le poursuis de manière incorrecte, eh bien, s'il se retournait et pointait une arme sur moi, je lui dirais « Arrête, lâche ça !» S'il ne la lâchait pas, je tirerais. Ça ressemble étrangement à cette affaire. Et c'est une partie de l'histoire que l'État de Caroline du Sud a choisi de ne pas nous raconter aujourd'hui. Ensuite, on se demande, devez-vous battre en retraite ou pouvez-vous le faire? Quand quelqu'un vous vise avec une arme et que vous reculez pendant qu'on vous dit d'arrêter. C'est l'obligation de battre en retraite. Personne ne se retourne ni ne fuit. Le juge va vous dire, comme je l'ai mentionné, que lorsqu'on parle de légitime défense, vous avez le droit d'agir selon les apparences. Vous avez le droit de vous tromper. Ici, nous nous mettons à la place de Rick Chow et nous nous interrogeons sur ses actions au vu de ce témoignage. Rick Chow voit une arme dirigée vers son fils. Son fils dit « Comme vous l'avez entendu, j'avais peur. J'étais terrifié. »« Il a une arme. Il a une arme. » Donc, Rick Chow, dans cette situation, se met à la place de son fils. Cette affaire ne concerne pas la fille de quelqu'un. Cette affaire ne concerne pas un voleur à l'étalage. Cette affaire concerne un père qui voit une arme à feu pointée sur son fils et a dû prendre une décision. Je déteste. Je déteste qu'un jeune homme ait perdu la vie. Je ne partage pas la thèse de l'accusation sur ce point. Ce n'est pas grave si des enfants ont des armes. Je déteste ça. C'est un problème. Et c'est un problème dans ce cas. Je déteste qu'on soit resté ici à faire passer cette affaire pour ce qu'elle n'est pas. J'ai écouté l'État de Caroline du Sud, dans sa déclaration d'ouverture, parler de l'âge de Cyrus, de son avenir, et je comprends tout cela. Je comprends. La seule chose qui ne connaît pas Cyrus, c'est cette arme. L'arme ne sait pas quel âge il a. Quand une arme vise quelqu'un, vous avez le choix. Alors que nous sommes assis ici, et que nous parlons de cette affaire et de l'importance des détails. Si vous prenez du recul et regardez les choses d'une certaine manière, c'est complètement différent. En vous approchant et en observant les détails, votre regard changera à jamais. Je vous demande donc de vous concentrer sur eux. Je porte ce costume tout le temps lors des procès. Les gens disent « Tu t'habillais toujours de façon voyante, mais toi, tu ne l'es pas. » Je porte ce costume tout le temps parce qu'il me rappelle que les détails sont la chose la plus importante. En fait, il y a mon nom inscrit dans les rayures. Quand on regarde de près, on voit que ce n'est pas juste un costume à rayures, mais qu'il y a aussi mon nom au centre. Et je le regarde et ça me rappelle, dans les affaires, que si tu ne prends pas du recul et que tu ne regardes pas les choses dans les moindres détails, tu vas passer à côté. Comme l'État de Caroline du Sud l'a fait, ils veulent que tu passes à côté. Concentrons-nous sur les vraies questions et voyons toute l'histoire. Tu dois te poser la question, pourquoi ne veulent-ils pas que je connaisse toute l'histoire? Et ensuite les trouver. Pour le dossier de l'État, pour que cela ait le moindre sens, nous devons revenir à la question du retrait. Pour que la thèse de l'accusation ait le moindre sens, vous devez être à l'aise avec leur théorie selon laquelle Andy Childs est dans le magasin et l'enfant sort en courant de ce magasin. Et l'enfant sort en courant de ce magasin à la poursuite de Cyrus.
Alors qu'il poursuit dehors la personne qu'il pense lui avoir tiré dessus, Cyrus pointe toujours l'arme. Et il a toujours les mains en l'air. Son père regarde toujours. Et son père dit « Non, je ne vais rien faire ». Et Cyrus tire et tue son fils. L'État veut nous faire croire que c'est légal. Et que c'est acceptable. Ça! Le commerçant devrait laisser les gens prendre des choses. Et si tu les poursuis et que tu te fais tuer, ça ne l'est pas. Maintenant, tu connais le reste de l'histoire. Vous pouvez maintenant descendre de la barre. Oui, votre honneur, monsieur, j'y travaille. On vous appellera demain. S'il vous plaît, allez aux toilettes. Oui, monsieur. Johnson? Monsieur Kent vous a parlé. Laissez-moi m'adresser à vous un instant, dans le Missouri. Et il a parlé de Paul Harvey et de la suite de l'histoire. On dirait bien que c'était la suite de l'histoire de Monsieur Kent. Parce que beaucoup de choses qu'il a dites étaient des choses qu'il a dites, mais les véritables témoins oculaires ne les ont jamais dites. Ça me rappelle quand j'étais enfant, quelques années, peut-être avant Monsieur Kent, mais bien des années après Monsieur Heller et Madame World. Quand on était enfant, on allait souvent à Augusta, en Géorgie. Ma grand-mère venait de Trenton, en Caroline du Sud. C'est dans le comté d'Edgefield, bien avant ma naissance, sûrement quand je n'étais encore qu'une idée dans l'esprit de mes parents. Elle a déménagé là-bas pour de meilleures opportunités de travail. Et donc, alors que je grandissais au début des années 70, début des années 80, mes parents nous déposaient, mon frère et moi, là-bas, et on passait une semaine avec ma grand-mère. À l'époque, chez sa grand-mère, on ne pouvait pas rester à jouer aux jeux vidéo toute la journée, car il n'y en avait pas. Il fallait donc sortir et trouver de quoi s'occuper. On devait sortir pour éviter de casser quelque chose dedans et avoir des problèmes. Donc, ce qu'on finissait par faire, c'est que mon frère et moi sortions et nous faisions quelques passes au ballon de foot américain. Nous lancions la balle de baseball un moment, puis nous courions autour de la maison. Mon frère étant plus âgé, j'essayais de l'attraper et de voir si je pouvais courir plus vite que lui. À un moment donné, après le déjeuner, on se dirigeait vers ce salon de coiffure improvisé que mon grand-père avait construit sur le côté de la maison. On s'asseyait, écoutant le vieil homme jouer aux dames et saisir des mots qu'on n'aurait pas dû entendre. On l'entendait claquer les pions sur le plateau en disant « Fais-moi dame » et d'autres choses, et on apprenait des histoires de vieux. C'était amusant. On se faufilait dans un petit coin du salon de coiffure et on essayait de lui piquer son tabac à mâcher Red Band. Et la blague, c'était d'essayer d'en mettre un petit morceau dans la bouche et de le garder aussi longtemps que possible avant que ça ne te brûle un trou dans la bouche. Ou alors, on essayait de le garder en bouche et de voir qui pouvait le garder le plus longtemps avant de commencer à avoir des hauts le cœur.
C'est le genre de bêtises que les enfants font. C'est ce qu'on faisait. Mais à la fin de la journée, chaque soir, mon frère et moi, on se retrouvait sur le perron. Ma grand-mère avait plusieurs fauteuils à bascule dehors. On s'asseyait dans ces fauteuils à bascule et on commençait les jeux du fauteuil à bascule. Le premier jeu, on s'asseyait et on essayait de voir qui pouvait se balancer le plus vite. Bien sûr, certains d'entre vous ont de jeunes idiots. Ensuite, on essayait de voir qui pouvait se balancer le plus vite et le plus loin avec les jambes en l'air. C'est un bon exercice pour les abdos si vous avez besoin que je le fasse. Tu essaies d'aller d'avant en arrière et de voir à quelle vitesse tu peux avec les jambes en l'air. Et inévitablement, la dernière chose que mon frère Chris et moi faisions, c'était de nous asseoir et de balancer la chaise aussi loin en arrière que possible sans qu'elle ne bascule. Et on faisait ça. Et on faisait ça encore et encore, sans arrêt. Un soir, ma grand-mère est sortie et elle nous a vus debout sur ces chaises à bascule, en équilibre, et on savait qu'on allait avoir des ennuis. Dans les années 70 et début 80, on parlait de correction, pas de mise à l'écart, et on savait qu'on aurait des ennuis. Mais ma grand-mère m'a dit quelque chose qui me marque encore aujourd'hui. Elle a dit, le drôle avec les chaises à bascule, c'est qu'elles t'occupent, mais au final, elles ne t'emmènent nulle part. Le drôle avec les chaises à bascule, c'est qu'elles t'occupent, mais au final, elles ne t'emmènent nulle part. Mesdames et messieurs du jury, Monsieur Kent, Monsieur et Madame Swirly McCullough, cette équipe là-bas vous a gardé occupé avec toutes ces histoires. Mais au bout du compte, la question demeure. Quelle est la valeur d'une vie humaine? Ils vous ont occupé avec ces insinuations selon lesquelles Cyrus était un jeune voyou en devenir, traînant dans Columbia, selon leurs mots, avec un pistolet chargé, un sac à dos vide et pas d'argent. Ce sont leurs mots. Ils vous ont occupé avec cette insinuation que cette affaire doit porter sur, et ne porte que sur, et concerne principalement un garçon de 14 ans portant une arme à feu. Nous discutons toujours des raisons pour lesquelles des jeunes de 14 ans portent des armes à feu. Pourquoi les enfants en ont-ils? Et, mes amis, soyons parfaitement clairs. Cyrus n'aurait pas dû avoir d'armes à feu, point final. Aucun doute là-dessus. Aucun représentant de l'État n'a suggéré qu'il aurait dû en avoir une. Mettons cela de côté un instant et parlons de ce qu'est vraiment cette affaire, car il n'aurait pas dû avoir d'armes, aucun doute. Question. Est-ce qu'on aurait encore cette conversation si Cyrus avait 24 ans? S'il a 20 ans, s'il a 34 ans, 44 ans? Est-ce qu'on aurait cette conversation? Quelqu'un accusé à tort de vol, chassé du magasin après avoir essayé de désamorcer la situation autant qu'il le pouvait. Tu cours, tu tombes, tu perds ta chaussure en courant, tu trébuches, tu fais tomber ton téléphone, tu continues à courir, tu retombes, tu te cognes le tibia, une arme tombe, tu continues quand même à courir. D'après le témoignage entendu à cette barre, un adulte, Andy Childs, nageur champion d'État, 90 kilos, soit environ 40 kilos de plus que Cyrus, était juste au-dessus de lui quand il est tombé. Et papa était tout près, à portée de bras, c'est ce que disait le témoignage. Pas tout ça, toutes ces histoires. Il était juste au-dessus de lui. Question. Pendant que vous écoutez les éléments de la légitime défense, ne pas avoir provoqué l'affrontement. Qui aurait pu invoquer la légitime défense dans ce cas? Silence. Être poursuivi par deux hommes armés d'une arme à feu, l'un d'eux sur vous après avoir couru 130 yards. Mesdames et messieurs, je vous le dis, alors que je marche de là-bas jusqu'ici, vous êtes la fin de ce monde. Ça fait 20 yards, 19 yards. Multiplié par 5, plus encore 30 yards. C'est la distance sur laquelle il a été poursuivi. Alors, qui aurait pu invoquer la légitime défense? Donc, je vous suggère qu'ils continuent d'insinuer ces choses, de dire ces choses, parce qu'ils ne veulent pas que vous y réfléchissiez. Encore une fois, je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises. En garant vos voitures, vous n'avez pas oublié votre bon sens. Emmenez-le avec vous.
Réfléchissez à ces choses. Ne les laissez pas vous influencer avec tout ce désordre et toutes ces autres choses qui nous détournent de la véritable question dans cette affaire. Ne les laissez pas vous faire ça. La défense n'a cessé de tisser ce récit selon lequel Cyrus serait un jeune voyou qui se promène dans les rues de Columbia, encore une fois, avec un pistolet chargé. Pas d'argent. Pas d'argent et un sac à dos vide. Je vous soumets ceci, mes amis. Si Cyrus était ce voyou, comme il ne cesse de vous le répéter, en vous montrant des photos et en essayant de vous faire penser dans ce sens, nous ne serions jamais allés 130 yards plus loin sur la route. Il aurait tenu tribunal directement au 7441 Park Lane Road. Cyrus aurait été le juge, le jury et celui qui prononce la sentence, juste là, à cet endroit. S'il était vraiment le voyou que ceux assis à cette table veulent vous faire croire. Mais au lieu de cela, quelles ont été ses actions? Les amis, il a fui. Il a couru comme un enfant. Il a fui l'adulte. Réfléchissons à qui a agi comme un voyou, un gangster, la personne qui l'a poursuivi dans la rue ou celle qui a fui. Pourquoi il n'est pas allé le chercher? Il a perdu sa chaussure en courant. Comment savons-nous que c'est vrai? Parce que nous le voyons à la caméra. La chaussure s'envole, il continue de courir sans s'arrêter ni se retourner. J'ai perdu ma chaussure, laisse-moi la récupérer, sinon j'aurai des ennuis en rentrant chez moi avec une seule chaussure. Il ne l'a pas fait. À quel point faut-il avoir peur pour perdre sa chaussure en courant et ne même pas se retourner pour la ramasser? Il s'est relevé d'un coup, il s'est levé tout de suite. Il a continué à courir, des téléphones sont tombés. Il continue de venir te voir avec cette histoire comme quoi il aurait jeté ses téléphones. Quel sens ça a? Tu laisses ton bon sens sur le parking ou tu l'emportes avec toi. À quel point faut-il avoir peur pour laisser tomber 2 téléphones portables et continuer à courir? Encore une fois, réfléchissons-y très logiquement un instant. 2 téléphones portables. Nous savons à quel point ils sont chers. Un téléphone portable t'appartient et l'autre appartient à ta mère. Tu veux dire que tu rentreras ce jour-là avec une seule chaussure et diras à ta mère « Maman, j'ai perdu mon téléphone portable et le tien aussi et je n'ai même pas essayé de les récupérer. » Tu veux vraiment risquer de subir la réaction de ta mère si tu perds 2 téléphones? Mais tu sais pourquoi il ne s'est pas retourné? Parce qu'il avait peur. Parce que cet homme, armé d'un pistolet calibre 45, et son fils le poursuivait sans raison. Sur la route, en Caroline du Sud, il le poursuivait. Il n'a pas regardé en arrière et a continué à courir. Il est encore tombé, violemment. Il a laissé tomber le sac à dos. Et d'ailleurs, pour ceux qui continuent de dire qu'il était vide, il y avait en fait des effets personnels dedans. Il était dans une robe et un sac à dos. Vraiment? Bill a laissé tomber le sac à dos. Il ne s'est pas arrêté pour dire « Stop les gars, laissez-moi récupérer mon sac à dos. Laissez-moi récupérer les téléphones. Laissez-moi aller chercher la chaussure. » Il continuait à s'enfuir loin d'eux. Est-ce que c'est un voyou? C'est un gamin qui avait peur de 2 adultes, qui couraient aussi vite et aussi loin qu'ils pouvaient, essayant de rentrer chez lui. Mais ils ne l'ont pas laissé faire. Ils ne voulaient pas. Pour une raison quelconque, ils ne pouvaient pas le laisser faire. Et puis, à un moment donné, alors qu'il est tombé, qu'il a touché le sol, ce pistolet est sorti, cette lampe tactique est sortie. Maintenant, je vais vous suggérer, comme M. Kent l'a dit, il n'arrête pas de dire « Eh bien, il ramassait le pistolet et il pointait le pistolet », tout ce genre de choses. Arrêtez, juste arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce que ce que nous disons n'est pas une preuve. La preuve vient de cette barre des témoins, comme je l'ai déjà dit. 4 témoins oculaires n'avaient pas encore été nommés. Lequel d'entre eux a jamais dit avoir vu Cyrus Carmine Belton pointer une arme? Lequel? Non! 4 d'entre eux, 3 points de vue différents. Laurie Carson, Kennedy Carson, mère et fille. Elles vous ont dit qu'elles avaient observé la scène et qu'elles avaient une vue directe sur ce qui s'était passé. Cyrus a couru, est tombé, a couru, est tombé, a touché le sol, s'est relevé en courant et c'est là qu'il a été abattu. On leur a souvent demandé s'ils s'étaient tournés vers eux, s'ils pointaient quelque chose ou faisaient un geste. Non, ils n'ont jamais rien vu dans les mains de Cyrus. 2 témoins, mère et fille, étaient à l'avant du magasin. Elles n'ont rien vu.
Rien de tout cela. Devontae Bryant, au volant d'une Honda blanche, a freiné brusquement pour éviter de heurter quelqu'un qui courait devant lui en suivant les sirènes. On lui a demandé en passant « As-tu vu Cyrus Carmack pointer quelque chose, s'arrêter et pointer ?» Non, il ne l'a pas fait. Il n'avait rien dans les mains. Sac à dos, Bill. Il était à plat. Il est tombé violemment. Ses mains étaient au sol. Il s'est relevé en essayant de courir, et c'est à ce moment-là qu'il a recommencé à trébucher et qu'il a été abattu. Encore une fois, la trajectoire. Ici, vers le haut, à gauche, ce qui montre clairement qu'il était en train de s'enfuir. Il ne pointait rien. Il ne pointait pas. La défense tente de vous convaincre du contraire. Souvenez-vous de toutes les fois où ils ont questionné le docteur Dorso et l'infirmière O sur ses actes. Dansait-il? Faisait-il du popping ou du locking? Non. Rien de tout cela n'a jamais été dit. Il courait, et quand ils ont essayé de dire ça, elle a dit non, non, c'est plus cohérent avec le tireur étant directement derrière lui. Les amis, s'il était tourné dans la direction qu'ils veulent croire, sa colonne vertébrale aurait été sectionnée par cette balle. Du bon sens. Vous n'avez pas laissé votre bon sens sur le parking quand vous vous êtes garé aujourd'hui. Vous l'avez apporté. Voilà pourquoi nous avons suivi ce processus, même si certains l'ont trouvé fastidieux la semaine dernière. La place est à vous. Parce que nous voulions que vous preniez en compte les faits de cette affaire. Pas Paul Harvey, pas Steve Harvey, pas un autre Harvey, mais les faits de cette affaire qui ont été exposés à cette barre. Pas des choses spéculatives ou des idées qu'on pourrait inventer ici, comme marcher sur la Lune à reculons ou tout ce genre de choses. Rien de tout ça. Les preuves présentées à cette barre. Vous avez entendu ça? Un autre témoin. Un autre témoin. Jasmine Broadwater. Un autre point de vue. Il court directement vers elle. A-t-elle dit qu'elle avait déjà vu une arme dans les mains de Cyrus? Non. A-t-elle jamais dit qu'elle avait vu Cyrus pointer? Non. Non! Personne, à part les Chow, n'a dit que cela s'était produit. Et, fait intéressant, tu as vu dans la vidéo après la fusillade qui se promenait. Richard. Je leur ai dit plusieurs fois, restez immobile, ne touchez pas aux preuves. Je vais essayer de faire une inspection si vous continuez à m'embêter. Au fait des places l'arme. Lui et sa famille sont allés au magasin puis sont revenus. Ils ont eu le temps de discuter de ce qu'ils allaient dire. S'il vous plaît, mais en fin de compte, quand Andy a témoigné ici, il n'y avait personne pour le protéger du contre-interrogatoire. Personne. Personne pour le protéger, pour me protéger. Il a été question d'un canon. Et il dit, j'ai vu un canon argenté. Mesdames et messieurs, je vous affirme qu'il y a une arme comme celle-ci ici. Ce n'est pas l'état de l'arme. Vous le verrez sur cette vidéo. L'état de l'arme était celui-ci. C'est un canon noir, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs du jury, nous parlons de crédibilité et de fiabilité. Eh bien, nous y reviendrons dans une minute. Une autre chose que ce Dean Pippin a dite, c'est que Cyrus Carmack Belton, encore une fois, errait dans les rues avec un pistolet chargé et un sac à dos vide. Pas d'argent. Maintenant, je vais prendre ça sur moi parce qu'en fin de compte, je suis le patron. Et je suis la personne qui, en fin de compte, a l'opportunité de dire « Hé, il faut qu'on fasse venir ce témoin ou cet autre témoin. Donc, blâmez-moi pour celle-là. C'est ma faute, je vais le dire, c'est ma faute. » On aurait peut-être dû appeler un autre expert. Peut-être un enfant de 10 ans, de 12 ans ou de 13 ans qui pourrait nous parler des subtilités des téléphones portables. Mon Dieu! Il pourrait vous dire qu'en appuyant sur le bouton droit, vous pouvez entrer et sortir. Vous allez le savoir.
Alors peut-être qu'on aurait dû avoir un expert pour parler des applications sur les téléphones et du fait qu'en 2026 même déjà, en 2023, il n'était pas nécessaire d'avoir de l'argent liquide. Pour acheter des choses, vous pouvez payer avec. Peut-être devrions-nous parler à un expert la prochaine fois. Comme ils ont fait tout un scandale à ce sujet. Mesdames et messieurs, Andy était une personne intéressante à la barre. Je suis sûr que c'est difficile de s'asseoir dans cette situation et de se souvenir de ce qui a été dit, de ce qui n'a pas été dit et de ce que vous pensiez à ce moment-là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lors de l'interrogatoire principal, ce témoignage sortait tout seul. C'était rapide, tout ce qu'il disait était parfait, ça sortait tout seul, comme si ça coulait. Mais ensuite, lors du contre-interrogatoire, et vous aurez l'occasion d'en regarder un, c'est stressant pour eux, c'est le mot de la semaine, stressant pour eux. Chaque fois qu'on lui posait une question lors du contre-interrogatoire qui n'était pas agréable, qui demandait en fait un certain processus de réflexion et qui ne correspondait pas exactement à la façon dont il avait répété son témoignage. Au point où il a dit « Eh bien, mon avocat m'a dit que je ne pouvais pas. Nous ne voulons pas savoir ce que votre avocat vous a dit. » Mais chaque fois qu'une question difficile arrivait, ses yeux faisaient des allers-retours. Les amis, on m'a dit il y a longtemps. Quand on ment, il faut se souvenir de ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Et si vous mentez sur les petites choses, alors on ne peut pas vous faire confiance pour dire la vérité sur les grandes choses. Alors réfléchissez à ça pendant 1 minute. Parce que quand nous avons parlé à Andy, il y a eu des allers-retours sur des choses simples, comme lancer contre laisser tomber, n'est-ce pas? Comme tirer contre pointer, ce qui, encore une fois, aucun témoin à part Chow n'a jamais dit le mot pointer. Comme poursuivre contre suivre. Pourquoi débattons-nous de poursuivre ou suivre alors que vous avez vu à quelle vitesse il lui courait après? Les amis, je ne suis peut-être pas le plus malin, mais pour moi, courir après quelque chose implique d'avoir un but. Exemple. Il y a une file d'attente. Le camion de glace passe devant la maison. Ding, da ding, da ding. Tu le rates. Tu sors de la maison et tu cours après le camion de glace. Pourquoi? Parce que tu veux l'attraper pour pouvoir avoir une glace. Simple. Ou alors, tu te réveilles un peu en retard pour l'école et tu entends le bus passer. Tu rates le bus. Tu cours après le bus. Pourquoi? Pour pouvoir l'attraper, monter dedans et aller à l'école. Ou peut-être plus récemment, prendre l'avion de Columbia jusqu'au Dakota du Nord. Et il y a un vol dont la première étape t'emmène à Charlotte. La deuxième étape t'emmène à Minneapolis. Tu arrives au Hall A. Ton vol décolle dans 28 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir jusqu'au Hall C pour attraper ton vol. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il parte sans toi. Tu cours dans le but d'attraper. Les amis, j'ai couru après ma femme pendant 2 ans et je l'ai attrapée. Mais vous pensez que quand je l'ai attrapée, j'ai dit « Hé, quoi de neuf? Je veux te donner des indications pour que tu puisses aller voir ce type afin qu'il raconte quelque chose à quelqu'un d'autre. Allons, les amis. » Quand vous avez garé vos voitures, vous n'avez pas laissé votre bon sens. Ils ont couru pour attraper. Au final, ce qui s'est passé ici est simple et ils ne veulent pas l'admettre parce que ça fait mal. Ils ont couru après Cyrus, sous le coup de l'émotion. Ils étaient irrités, ils étaient en colère pour une raison ou une autre. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont attrapé. Ils jouaient, ils l'ont rattrapé parce qu'il est tombé plusieurs fois. Ils voulaient le fouiller et récupérer cette bouteille d'eau, puis décider plus tard quoi faire avec la police. C'est pour ça qu'ils ont couru, tout simplement. Voilà la simple vérité. Cette arme est tombée. Et ensuite, cet homme a pris une décision précipitée. Il a surréagi et il a vu l'arme. Il a dit « arme » et il lui a tiré dessus. Il n'y avait pas tout ce temps pour reculer. Aucun témoin ne dit qu'il a même reculé. Ils ont dit qu'ils avançaient tout le temps. Mesdames et messieurs, ne laissez pas la défense réécrire les faits, parce que les choses dont ils ont parlé ne se sont pas passées comme ça.
Ça ne s'est pas passé comme ça. Pendant plus d'une heure, Andy est resté à la barre et il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Mais avez-vous entendu les deux mots? Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir accusé à tort ce gamin de vol et de l'avoir poursuivi dans la rue. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas entendu? Parce qu'il ne l'est pas. Il s'agit de faire passer les produits avant les gens. Il s'agit de l'inventaire. Il ne s'agit pas de la vie d'une personne. Monsieur Kent a parlé du retrait. Et il continue d'essayer de suggérer qu'Andy Chao s'est retiré en faisant cela, en revenant tout ce chemin et en disant « Hé, arrête, tu sais, hé papa, tu dois y aller ». Personne ne témoigne que cela s'est produit. Il ne porte pas le nom de famille Chao. 4 personnes qui ne se connaissent pas, qui ont dû être assignées à comparaître devant ce tribunal, vous ont parlé. Ils n'ont jamais dit que cela s'était produit, car ce n'est pas arrivé. Il ne s'est pas retiré. Ils ont continué d'avancer. Ils ont continué d'avancer. Et finalement, cette arme n'a jamais été pointée. Mais, mes amis, je vous affirme que même si elle avait été pointée, il courait dans la direction opposée, la direction opposée. Les preuves l'ont montré par la manière dont il a été abattu. Il allait dans la direction opposée. Il essayait de s'enfuir. Je vais dire ceci. C'est offensant d'entendre la défense essayer sans cesse de présenter Cyrus comme un jeune voyou. Mais c'est tout aussi offensant de présenter Andy Childs comme Mr. Rogers. Excusez-moi, Rick Child est l'accusé dans cette affaire, c'est Mr. Rogers. Vous savez, l'homme qui a poursuivi un gamin et lui a tiré dans le cou. Et ensuite, ils veulent dire qu'il essayait d'aider, vous savez, de nettoyer le vomi de sa bouche pour le réanimer. Mesdames et messieurs, c'est offensant. Parce que le dernier visage que cet enfant effrayé a vu en s'enfuyant, c'était celui de cet homme penché au-dessus de lui. Et rien de tout cela ne serait arrivé s'ils étaient restés dans le magasin et avaient utilisé ce système de caméra sophistiqué qui captait chaque angle. On pouvait tout voir de ce qu'il portait, le type de chaussures qu'il avait, la direction qu'il a prise, tout. Il aurait suffi de quelques secondes, comme dans le magasin, pour dire « Hé, tu sais quoi, nous avions tort ». Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient submergés par quelque chose. C'était peut-être de la méchanceté ou de la malveillance. Peut-être qu'il y avait une intention néfaste dans leur cœur, une raison de le poursuivre, de lui tirer dans le dos et de mettre fin à sa vie. Mais encore une fois, jamais les deux mots qui comptent le plus, à savoir « je suis désolé » ou « j'ai fait une erreur ». Pourtant, aucun d'eux, parce qu'ils ne le sont pas. Je vais vous parler d'un poème d'Omar Khayyam intitulé « Roubra ». Et je vous ai dit que j'allais tout relier ensemble. Le doigt qui bouge écrit, et une fois écrit, il avance, et ni toute votre piété ni votre esprit ne pourront le ramener pour effacer ne serait-ce qu'une demi-ligne, ni toutes vos larmes n'en effaceront un seul mot. Les amis, c'est un poème sur le temps et sur le fait qu'on ne peut pas effacer ce qui a été fait. On ne peut pas revenir en arrière et changer ce qui a été fait. Avec toute votre piété, personne, peu importe combien de diplômes vous avez, combien de doctorats vous avez, quand vous faites quelque chose, c'est là, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Vous pouvez essayer, vous pouvez venir ici et témoigner à la barre, essayer de réfléchir et de raisonner à travers tout ça. Mais au bout du compte, ce qu'ils ont fait, c'est un meurtre. Donc, dans un sens plus littéral, nous vous demanderons d'agir de votre main. Reviennent et écrivent ces mots. Parce que Rick Chao est coupable du meurtre de Cyrus Carmack Belton, âgé de 14 ans. Mes amis,
Vous allez avoir l'occasion de délibérer dans un instant. Et pendant que vous délibérerez, vous appliquerez la loi au fait de cette affaire que le juge va vous donner dans quelques instants. Et pendant que vous ferez cela, nous vous demandons, je vous demande, Dale Scott vous demande, Stephanie Campbell, Weston Lee, nous vous demandons tous de rendre un verdict de culpabilité dans cette affaire. Je vérifie juste que je n'ai rien oublié. Je ne peux pas le couvrir. Je vous demande de penser à une dernière chose, puis je vous laisse tranquille. Nous savons tous qu'il y a 50 États dans le Sud, aux États-Unis d'Amérique. En assistant à ce procès, j'ai appris qu'il y en a en fait 51. Il y a l'État de déni. L'état de déni, c'est là où cet homme vit parce qu'il nie que ce qu'il a fait était mal. Il nie avoir poursuivi et tué ce jeune enfant, Travis Brown, à Belton, qui n'a jamais braqué une arme sur lui. Les témoins vous le disent. Maintenant, son fils, qui a tous les motifs, toutes les raisons d'être partial pour protéger son père, le déni du fait que vous, le jury, croyez ou croirez que ce qu'il a fait était mal. Le déni du fait qu'au bout du compte, il croyait qu'une vie humaine, ce n'est pas plus que ça. Mesdames et messieurs, c'est pour ces raisons que l'État de Caroline du Sud vous demande de rendre un verdict de culpabilité, car Rick Chow est coupable d'avoir assassiné Cyrus Carmack Belton. Merci de votre attention.